Vous syntonisez Radio Centre-Ville. Hellénique, lusophone, francophone, anglophone, hispanophone, arabophone et créolophone, tous réunis au 102.3 FM. Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3 FM, le reflet de la mosaïque culturelle de Montréal depuis plus de 40 ans. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroun, en direct du 102.3 FM. Bon matin, chères auditrices, chers auditeurs. Tout un plaisir de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui, on aura des invités distingués. On aura le plaisir de parler avec Monsieur Andrés Fontechela de le programme d'expérience québécoise et Madame Ruba Ghazal avec les propositions de Québec solidaire en matière de la santé. Et on va faire un arrêt aussi avec Monsieur Giovanni. On est avec la Journée internationale de la santé, mais avant tout, nous allons recevoir Monsieur Nicolas Legault, directeur du regroupement des maisons des jeunes. On vous retrouve après la pause. Bon matin, Monsieur Legault. Bon matin, Monsieur Baron. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Vous êtes directeur du regroupement des maisons des jeunes. Pouvez-vous nous présenter le regroupement? Bien sûr, le regroupement existe depuis maintenant 40 ans, donc on fête notre 40e anniversaire cette année. C'est une création de plusieurs maisons de jeunes qui, dans les années 70, ont décidé de se mettre ensemble pour créer le regroupement qui travaille sur trois grands aspects, c'est-à-dire la promotion du projet Maison de jeunes, qu'on va parler un petit peu plus tard, la promotion des maisons de jeunes, donc de ce qu'ils font, et aussi de la défense de droits auprès des adolescents de 12 à 17 ans à travers plusieurs instances, dont principalement gouvernementales. Super, c'est certain que les maisons des jeunes, ils ont une raison d'être plus que importante. Le regroupement, il fête ses 40 ans, il lance la 23e édition de la Semaine des maisons des jeunes qui se tient du 12 au 18 octobre 2020. Parlez-nous de la thématique et les activités de cette année. Oui, bien, en fait, cette année, la thématique, elle est sur les maisons de jeunes changent nos vies. Donc, c'est une thématique qui appelle au témoignage, à faire une revue de tout ce qui s'est passé les dernières années. Alors, on a demandé à plusieurs personnalités, anciens animateurs, anciens jeunes, professionnels aujourd'hui, de venir nous dire un petit mot. Alors, si vous allez sur nos réseaux sociaux, vous allez voir plusieurs témoignages et comment les maisons de jeunes ont pu changer en fait leur vie durant ces dernières années à travers leur passage en maison de jeunes. Durant la semaine, on a plusieurs belles activités aussi. Donc, on a au-dessus de 200 activités pour toute la famille qui vont dans tous les sens et bien entendu adaptées aux mesures de la COVID actuelle qu'on connaît bien. Alors, c'est pas nécessairement évident. C'est sûr que dans les zones rouges, il n'y a pas de rassemblement. Alors, ça va être plutôt des activités virtuelles qu'on va pouvoir voir. Oui, effectivement. Moi, j'ai eu l'occasion de voir la vidéo de la Maison des jeunes d'Antique au travail. Vous dites que la thématique cette année, c'est changer la vie des jeunes. Expliquez-moi comment vous changez, les maisons des jeunes puissent changer la vie des jeunes. Ben, pour ça, il faudrait comprendre ce que c'est qu'une maison de jeunes. Alors, on va revenir peut-être à la base pour bien comprendre. La maison des jeunes, c'est un organisme communautaire. C'est un milieu de vie où les jeunes vont après l'école, parfois sur l'heure du dîner, où ils sont accueillis par une équipe d'animation, des animateurs, animatrices, intervenantes qui sont là pour eux. Ce sont des jeunes adolescents de 12 à 17 ans. La maison des jeunes ressemble à une maison familiale, du moins c'est ce qu'on veut projeter. C'est un endroit où est-ce qu'il y a un salon, une cuisine, il y a un air de jeu, un air familial, un peu comme on a dans nos sous-sols souvent dans les maisons. Et les jeunes sont là pour mettre leurs couleurs, pour pouvoir discuter, échanger, pour pouvoir vivre ensemble, en fait. C'est un peu l'idée de l'approche du milieu de vie. Et les maisons de jeunes travaillent principalement
principalement au niveau de la prévention, de la promotion de la santé et du bien-être. Donc, il y a des activités de sensibilisation. On fait aussi beaucoup de participation citoyenne. Le projet Maison de Jeunes est au cœur, le jeune est au cœur du projet Maison de Jeunes, en fait. Donc, il décide les couleurs des murs, il décide la programmation. Il est partie intégrante de ces décisions-là, toujours accompagné et soutenu par des adultes significatifs que sont l'équipe d'animation. Et donc, ils prennent vraiment, les Maisons de Jeunes prennent vraiment la couleur des jeunes de la communauté. Donc, puisque ce sont des jeunes de tout genre, de tout style, de toute culture qui viennent à la Maison des Jeunes. C'est sur une base volontaire. Alors, ça coûte rien. On y va quand les heures d'ouverture qui sont adaptées au milieu sont là. Donc, voilà. Et puis, pourquoi on change la vie des jeunes? Eh bien, par le passage en Maison de Jeunes, les jeunes peuvent sortir du cocon familial. À l'adolescence, on le sait. Oui. On a besoin de sortir un peu du milieu familial pour aller trouver d'autres modèles, aller au contact de d'autres jeunes, se faire notre idée, donc de devenir critique, d'être capable d'être confronté, de forger sa personnalité. Donc, à travers tout ça, les jeunes qui passent en Maison de Jeunes ont la possibilité de se réaliser, de s'actualiser, de devenir un futur adulte citoyen et prendre part, en fait, à la communauté. C'est très intéressant. Les jeunes sont aujourd'hui plus vulnérables que jamais. Ils tentent de s'adapter à cette nouvelle réalité. Comment les maisons de jeunes puissent accompagner les jeunes dans cette période d'incertitude? Eh bien, premièrement, en étant présent, probablement que la population n'est pas nécessairement au courant, mais les organismes communautaires sont définis par le gouvernement comme des services prioritaires, ce qui veut dire que on n'est pas assujetti exactement aux mêmes consignes. On est ouvert, on peut accueillir des jeunes dans nos organismes, un accueil qui se veut principalement pour, si on parle en termes de zones, les zones rouges, pour ventiler, pour pouvoir socialiser. C'est une socialisation qu'il faut prendre entre guillemets, là, donc vraiment la possibilité de sortir de derrière notre écran, de derrière le numérique, pour pouvoir être accompagné, soutenu, pour pouvoir discuter. On sait qu'il y a plusieurs jeunes, on l'entend à travers les médias, qui ont des problématiques à cause de l'isolement, de santé mentale, de dépression. Il y a des jeunes qui ont besoin de ce contact-là. Et c'est l'âge où est-ce que c'est le plus important. Hein? Donc, on essaie de les accompagner au mieux dans ces circonstances-là. Il y a des activités qui sont possibles dans d'autres zones aussi, où il faut faire bien entendu attention. Nous, au regroupement des Maisons de Jeunes du Québec, l'ensemble de nos 196 membres à travers le Québec ont reçu des consignes. On se fait un devoir au RMJQ d'être la vigie de tout ce qui se passe au niveau gouvernemental, de faire des mises à jour constantes pour pouvoir donner les bonnes consignes à nos organismes qui actuellement se concentrent sur nos jeunes dans les communautés, sur nos ados qui l'ont pas facile, on va se le dire. Hein? Donc voilà. Bon, en fait, vous l'avez mentionné, étant donné les restrictions sanitaires, quel est le plus grand défi pour les maisons de jeunes à relever pour maintenir le contact avec les jeunes en difficulté et comment créer et adapter les nouveaux espaces d'une façon sûre pour ces jeunes? Je commencerai par dire que la problématique d'espace est toujours là. On doit, en maison de jeunes, accepter des jeunes en fonction du 2 mètres. Donc, dépendamment de la grandeur des locaux, ça vient amener des enjeux puisque on pourra probablement accueillir une dizaine de jeunes au lieu d'une trentaine, une quarantaine, dépendamment des maisons de jeunes habituellement. Donc, il y a un système qui est mis en place et qui est à la couleur du milieu, soit des inscriptions, soit des heures spécifiques où il y a une rotation de jeunes. Durant toute la période de l'été et le début de l'automne, le fait de pouvoir aller à l'extérieur était salvateur pour nous, puisqu'on pouvait utiliser vraiment les aires publiques ou les terrains privés des maisons pour pouvoir accueillir plus de jeunes. Mais là, avec le temps froid qui s'en vient, ça va être difficile. Et je me souviens pas de votre première question, M. Baron. Pourriez-vous me la répéter? En fait, comment relever le défi pour maintenir le contact avec les jeunes en difficulté? Oui.
Donc, écoutez, le plus difficile, c'est de maintenir le lien significatif et d'amener une certaine régularité. Il y a des jeunes qui viennent à la Maison des Jeunes à tous les jours. C'est une deuxième famille pour eux. Ils passent vraiment de l'heure du début de l'après-midi jusqu'à la soirée. La difficulté qu'on a, c'est vraiment le côté relationnel, de pouvoir avoir assez de temps et assez de contact pour tout le monde, ce qui est pas possible dans les zones rouges actuellement. On espère ne pas reconfiner comme ça a été le cas à l'été, donc dans la première vague, parce que ça serait probablement catastrophique. On a développé quand même dans cette première vague des alternatives, soit de l'animation en ligne. Donc après une semaine d'annonce de confinement, on était déjà avec des outils, de la formation pour nos équipes et des activités en ligne, mais le numérique, ça a ses limites, malheureusement. Donc, on doit essayer le plus possible de rester ouvert et accessible aux jeunes le plus longtemps possible. Le contact humain, il ne se pallie pas avec le numérique ou avec d'autres alternatives. Donc, c'est central pour nous. Donc, tant et aussi longtemps qu'on peut faire de l'accueil, de la relation d'aide, aider des jeunes qui sont en difficulté ou qui ont tout simplement besoin de parler, d'avoir un contact à distance, bien entendu, mais de pouvoir voir des gens, de pouvoir échanger avec eux, bien, nous, on va continuer à le faire. J'ai une dernière question pour vous. Le samedi dernier, le monde a célébré la journée mondiale de la santé mentale. Oui. Au Québec, on réclame plus d'accessibilité au soutien psychologique, particulièrement aux jeunes ébranlés par cette incertitude. En tant que regroupement des maisons de jeunes, comment participez-vous à la promotion de la santé mentale positive chez les jeunes? En fait, on est membre de Jeunes Santé Mentale, qui est un regroupement d'organismes de tout secteur, donc autant des organismes en santé mentale, en éducation, des organismes en santé et services sociaux. Donc, c'est un regroupement qui permet de vraiment prendre part à ce qui se passe au niveau de la jeunesse présentement. On crée des portraits, on regarde ce qui se passe sur le terrain, on donne de la formation, on intervient au niveau politique pour avertir ou alerter le gouvernement et les instances scolaires ou de santé sur ce qui se passe réellement sur le terrain, puisque nos groupes sont vraiment du par et pour les jeunes. Donc, c'est des organismes qui prennent à cœur tout ce qui est le besoin de la population sur le terrain. Alors, de cette façon, on est capable de garder une certaine vigie sur ce qui se passe au niveau de la santé mentale. Et bien sûr, on adapte vraiment toute la réalité des maisons de jeunes à tout ce qui se passe au niveau de la santé mentale aussi. Donc, c'est un enjeu prioritaire pour nous. On est dans une situation vraiment pas facile avec la COVID. Donc, on sait que ça va avoir des répercussions au niveau générationnel. On n'a pas besoin de faire des autres études pour le voir. Donc, c'est important déjà d'offrir des activités, des services adaptés, de bien financer les groupes communautaires qui sont des groupes de première ligne sur le terrain. Merci beaucoup, c'était très un plaisir. Vraiment, je témoigne le travail extraordinaire des maisons de jeunes et je fais un clin d'œil à la maison de jeunes d'Antique et puis celle de Saint-Michel. Merci, Monsieur Legault, et puis j'espère vous revoir une autre fois. Merci, bonne journée. Au revoir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. On reprend notre programme en direct de la station radio 102.3 FM. Le Québec solidaire a proposé récemment plusieurs recommandations ou propositions en matière de la santé. Pour en parler, j'ai avec moi Madame Ruba Ghazal, députée de Merci. Madame Ghazal, bonjour. Bonjour, Monsieur Baron. Alors,
vous avez, Québec solidaire a proposé plusieurs recommandations, peut-être pour soit moderniser, soit mettre des balises pour mieux que le système de la santé fonctionne mieux. Et j'aimerais ça peut-être vous entendre parler d'abord de votre proposition en lien avec Pharma Québec. Oui, c'est ça. Ben, vous avez vu qu'on a fait ça récemment. En fait, Pharma Québec, on fait ça avant même que Amir Kadir, premier député de Québec solidaire, ne soit élu dans Mercier. Donc, il a été élu avant moi. Moi, je suis élu seulement depuis 2018. Et donc, Pharma Québec est dans notre programme depuis ce temps-là. L'idée derrière Pharma Québec, c'est d'avoir une société d'État qui fasse que le Québec soit autonome et indépendant en matière d'achat, de production et de recherche pour les médicaments. On sait que l'industrie pharmaceutique est très importante au Québec, mais en fait, on s'est inspiré de certains pays pour faire cette proposition-là, notamment en Nouvelle-Zélande. Ils ont une société d'État et la société d'État, ce qu'elle fait, c'est qu'elle négocie les prix d'achat de médicaments. Les médicaments, ça coûte extrêmement cher pour notre système de santé. On sait à quel point la santé prend une proportion extrêmement importante du budget de la santé, du budget du Québec, et les médicaments en prennent beaucoup. Donc, l'idée, c'est d'avoir un pôle d'achat où le gouvernement négocie pour les médicaments qui sont les plus souvent consommés, négocie les prix pour avoir un pouvoir là de négociation très fort qui va faire baisser les prix des médicaments, alors qu'en ce moment, l'augmentation des prix depuis les 20 dernières années est astronomique, plus que 100%. Et donc, il y aurait cet aspect-là. Mais l'autre aspect important, c'est aussi de la production. Donc, on pourrait, par exemple, acheter des brevets ou faire des négociations avec des compagnies où les brevets, par exemple, sont expirés et faire des médicaments génériques. Donc, il y aurait cette portion-là pour que le Québec le fasse. Comme je le dis, l'industrie pharmaceutique est très importante et les connaissances aussi. Donc, c'est quelque chose de possible de faire au Québec et de la recherche. Et ça, comme je vous dis, c'est une vieille proposition, mais on l'a ressorti et on l'a mis, si on veut, au goût du jour à cause de la COVID-19. Exactement, oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, au début de la pandémie, on dirait que ça fait longtemps, mais c'est au mois de mars-avril, où on était très inquiet. M. Legault allait en point de presse pour dire il se peut qu'on manque, là, il parlait de médicaments, mais aussi il se peut qu'on manque de matériel de protection qui est tellement fondamental pour protéger les travailleurs de la santé, entre autres, pour pas attraper la COVID. Et là, ce qu'on a fait, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois a présenté le projet de loi qui avait été présenté à l'époque à Amir, mais on a ajouté aussi que l'achat, la production, qu'on ajoute aussi des équipements médicaux qui, eux aussi, coûtent cher. Et l'idée derrière ça, c'est d'être indépendant, parce qu'on se rappelle pour les masques, notamment les masques N95, comment Trump a menacé de fermer la frontière et de ne pas en donner à d'autres pays. Et là, ça aurait été catastrophique pour nous. Donc, c'est ça, Pharma Québec. Et ça existe partout et c'est beaucoup d'économies. Sur quelques années, c'est 2,5 milliards de dollars d'économies. Et c'est ça la proposition. Puis on dit que c'est important. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'autonomie du Québec à tous les plans alimentaires. On se rappelle du panier bleu. Ben, il faut aussi faire la même chose avec les médicaments qui sont un secteur crucial et très, très important dans notre système de santé. Intéressant. Vous avez aussi parlé de l'abolition des CHSLD. Québec solidaire a fait connaître sa proposition pour révolutionner les soins aux aînés. Oui, juste avant d'aller vers le point des CHSLD privés, en fait, l'idée c'est de nationaliser, de faire ce que M. Legault avait dit. On devrait peut-être nationaliser les CHSLD privés. Il a parlé de ça quand tout le Québec était sous le choc quand ils ont vu ce qui se passait au CHSLD privé Héron, à qui on a donné
des licences pour s'occuper de nos personnes aînées qui payaient des prix astronomiques pour loger là. Et finalement, ça a été une catastrophe. Il n'y avait presque pas d'employés. Et c'est là que M. Legault avait dit, on devrait peut-être nationaliser les CHSLD privés. Ça n'a pas de sens d'avoir deux CHSLD, là, deux vitesses. Pourquoi est-ce qu'on a des publics, des privés? Ça n'a pas lieu. Et finalement, il a arrêté d'en parler. Nous, on a continué à le faire. On a étudié le dossier, combien est-ce que ça coûterait, qu'est-ce que ça prendrait. Et Québec solidaire, on a présenté une motion à l'Assemblée nationale qui, malheureusement, a été battue par le gouvernement. Mais, M. Baron, je voudrais juste revenir par rapport à Pharma-Québec, où je disais que c'est important qu'on soit autonome. Il y a aussi, on a proposé récemment au gouvernement du Québec de réquisitionner les laboratoires privés. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on sait aujourd'hui les gens pour aller se faire tester pour la COVID, à quel point c'est important de faire le plus de tests possible. Et les gens attendent en ligne des heures et des heures. Avec l'hiver, on ne sait pas comment est-ce que les gens vont faire. Ils ne pourront pas attendre en ligne à l'extérieur. Alors qu'on a appris à Québec solidaire et on a révélé ça il y a à peu près 2 semaines. Il y a si vous voulez, si vous avez de l'argent, M. Baron, vous pouvez couper la ligne, ne pas attendre pendant des heures à l'extérieur pour aller vous faire tester et être payé 200, 210, 250 $ dans un laboratoire privé. Et parce que vous avez l'argent, ben vous attendrez pas et vous allez avoir rapidement votre examen et votre résultat. Et ça, c'est inacceptable. On est dans une situation d'urgence et il faut que ça se peut pas que des Québécois aient plus de droits que d'autres. Surtout dans cette situation, on demande à tout le monde de faire des sacrifices. Et on a proposé au gouvernement, il a le pouvoir en ce moment, puisqu'on est en urgence sanitaire, de le faire, de réquisitionner des laboratoires privés pour que toutes les capacités de testage au Québec soient rendues au public pour qu'on puisse, tout le monde se battre contre ce virus. Et malheureusement, le gouvernement a refusé. Et ça aussi, ça fait partie d'une proposition très importante. Et c'est scandaleux qu'aujourd'hui, des gens, parce qu'ils ont de l'argent, puissent couper la ligne alors que d'autres attendent et attendent et attendent. Et le testage, là, les tests, c'est le nerf de la guerre pour pouvoir combattre ce virus, entre autres. C'est certain qu'on ne veut pas avoir un système avec de vitesse. Je retourne au CHSLD. J'ai une question, en fait. Dans quelle mesure, quelles sont les mesures qui seront prises en considération pour assurer une meilleure qualité de vie aux aînés une fois que les CHSLD il devient national? Vous savez, les CHSLD, c'est comme le dernier recours. C'est pas tous les aînés, c'est pas tout le monde avant de décider qui se retrouve nécessairement en CHSLD. C'est le dernier recours pour des gens qui ne sont plus autonomes et qui sont les plus malades. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que en fait, les CHSLD tels qu'ils sont, ils sont là, ils sont immenses, c'est froid, c'est pas des endroits qui ont l'air très accueillants, mais les gens qui y travaillent, malgré ce qu'on a entendu, ils travaillent avec cœur et c'est beaucoup des femmes et des femmes immigrantes. Hein, on en a beaucoup entendu parler. Donc l'idée, c'est de pas avoir 2 catégories, par exemple, de CHSLD où il y a des gens, parce que ce qui est arrivé au CHSLD Erron, c'est que les conditions de travail des préposés aux bénéficiaires étaient exécrables. Exécrables si on les compare, par exemple, au CHSLD public. Et ça n'a pas lieu d'être de traiter les gens, les travailleurs comme ça. C'est ce qui a fait qu'il y en a beaucoup qui avaient peur pour eux et pour leur santé et ils ont quitté. Donc l'idée, c'est de pas avoir d'endroit comme ça. Il n'y a pas d'argent à faire pour prendre soin de nos aînés, ni avec la santé. C'est inacceptable. On est dans un pays civilisé, avancé, et ça n'a pas de bon sens que des gens se mettent de l'argent plein les poches. Surtout que le propriétaire d'Erron, on a vu, c'est pas des gens très qui ont une morale ou une éthique très élevée, c'est encore pire. Donc ça c'est un point. Mais il y a quelque chose d'autre qu'on a aussi proposé à Québec solidaire qui est très important. La majorité des gens, puis je suis certaine que vous en connaissez autour de vous, puis les auditeurs en connaissent, des gens qui commencent à se faire vieux, ils peuvent plus vraiment s'occuper de leur maison totalement, mais ils sont encore autonomes. Donc ce qu'il faut, c'est investir en premier lieu dans les soins à domicile. Donc il y a quelqu'un qui vient, par exemple, il y a un partenariat du CLSC ou du CIUS de la région où la personne habite avec un organisme et il y a des gens
qui, par exemple, viennent et aident la personne aînée, soit à faire son épicerie, à s'occuper de sa maison, à lui donner des soins. Donc, de rester le plus longtemps possible à la maison. Au Québec, on est l'endroit où il y a le moins, si on prend le pourcentage, où le moins de gens en proportion ont des soins à domicile versus ceux qui vont, par exemple, dans des résidences pour personnes âgées ou CHSLD, etc. Mais la majorité des gens, c'est ça qu'ils veulent. Et ça, ben, il faut investir pour justement que les gens restent le plus longtemps à la maison, tant qu'ils sont capables, et obtenir de l'aide pour des soins à domicile. C'est ça qu'on propose. Et pour ce qui est évidemment des CHSLD qui sont présents, ils sont là, mais éventuellement, c'est de construire des endroits où ça sera multigénérationnel. C'est-à-dire que oui, il y a des aînés qui auront des soins à domicile, mais des familles, etc. Donc, des logements et des milieux de vie à visage humain. C'est de ça aussi que nos aînés ont besoin. Donc, on ne peut pas juste mettre l'argent dans le même panier en disant uniquement CHSLD. Il faut qu'il y ait des soins à domicile. Il faut qu'il y ait investir aussi comme il faut dans nos résidences. S'assurer que les gens qui travaillent, qui prennent soin de nos aînés, qu'ils soient bien traités, bien payés. Et c'est tout un ensemble du système qu'on doit revoir. Et c'est ça à Québec solidaire qu'on a proposé et qu'on continue aussi à proposer au gouvernement. J'ai deux petites questions pour vous, si vous voulez bien. En lien avec la vente des données de la santé, Québec solidaire a réclamé une commission parlementaire sur la vente des données de la santé des Québécois aux pharmaceutiques. Ma question est, est-ce que l'absence de réaction publique ainsi que l'indignation médiatique contribue et justifie le manque de transparence de la part du gouvernement à cet égard? Et que possiblement il va de l'avant. Il y a eu une grosse indignation. Vous dites qu'on on n'était pas les seuls à demander une commission parlementaire sur le sujet pour savoir où est rendu le gouvernement. Juste pour que les gens comprennent, quand on est tous assurés avec la RAMQ, donc l'assurance maladie publique universelle, et donc la RAMQ, ben, ils ont toutes sortes de données sur nous. Évidemment, notre nom, notre adresse, notre numéro de téléphone, mais aussi notre situation, si on vit seul, si on vit nos enfants, et aussi les médicaments qu'on consomme. Donc, comme le dit le ministre Pierre Fitzgibbon, c'est une mine d'or. Et c'est vraiment en commission, lors de l'étude de crédit, que mon collègue Vincent Marissal s'est rendu compte que le gouvernement était prêt à faire ça, à donner ou à vendre nos données à des entreprises pharmaceutiques privées. En ce moment, les chercheurs universitaires qui font des recherches, par exemple, sur les médicaments ou des comportements ou toutes sortes de choses, demandent à la RAMQ d'avoir accès à ces données, mais c'est très contrôlé. On ne peut pas les avoir n'importe quand. Mais ça, c'est des chercheurs pour faire avancer la science. Mais là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le gouvernement, et pas ce gouvernement de la CAQ, le gouvernement précédent, les libéraux avaient commencé sous Barrette à faire ça, à commencer à avoir étudié la possibilité et même de commencer, ils ont même financé un projet où il y a des compagnies pharmaceutiques privées pour qu'ils prennent nos données. Et ça, c'est vraiment... Si, par exemple, on veut le faire et que c'est très bien et que ça va faire avancer la recherche, ben faisons-le avec le plus de transparence possible et publiquement. Et les gens ont été indignés. Je pense que cette nouvelle-là, je sais pas si vous savez, mais en politique, une nouvelle, ça dure même pas 24 heures, 12 heures et c'est terminé. Et cette nouvelle-là a duré des semaines. Et il y a eu des gens de toutes sortes de groupes, justement des chercheurs universitaires qui disent, nous, ça nous prend 2 ans pour avoir des données. Comment ça se fait qu'on va donner ça facilement puis que le gouvernement a un projet pour donner facilement et vendre les données des gens, des Québécois et Québécoises, leurs données personnelles à des entreprises pharmaceutiques privées qui, ces compagnies-là, on s'entend qu'est-ce qu'elles veulent, c'est faire l'argent. C'est ça leur objectif premier pour leurs actionnaires. Et il y a eu toutes sortes de groupes, notamment des chercheurs universitaires, notamment même les archivistes, ceux qui s'occupent de toutes les données, justement, à la RAMQ pour d'archiver nos données. Il y a eu toutes sortes de regroupements qui sont sortis jour après jour pour appuyer cette demande.
vous dites que c'est bon, bien alors prouvons-le ou faisons-le de façon transparente, surtout quand on voit ce qui s'est passé avec nos données personnelles chez Desjardins et autres, Exactement. tout ce scandale-là. On peut pas juste le faire en disant ça va être bon pour les Québécois sans le faire de façon transparente. Donc, il y a eu quand même pas mal plus d'indignation publiquement. Merci pour beaucoup, nous accompagner Madame Ghazal. Puis dire, on ne dit même pas ne le faites pas. Nous, évidemment, on est contre que ça soit fait pour les compagnies pharmaceutiques, oui, pour les chercheurs, oui, pour faire avancer la science. Mais les compagnies pharmaceutiques, non. Et le ministre Pierre Fitzgibbon a dit que c'est une mine d'or. On a l'impression qu'il dit que c'est une mine d'or pour les compagnies pharmaceutiques. Madame Ghazal, je dois vous dire merci beaucoup. C'est très apprécié. J'espère vous recevoir une autre fois. Le sujet, il est très pertinent. Il y a d'autres propositions que vous avez faites. Je suis sûr qu'on va vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3 FM, le reflet de la mosaïque culturelle de Montréal depuis plus de 40 ans. Ici Mohamed Baron. Vous écoutez Racine au 102.3 FM. Un autre dossier qui interpelle plusieurs groupes, notamment les étudiants étrangers et les travailleurs, c'est le dossier de programme Expérience québécoise. Pour en parler, j'ai avec moi en ligne M. Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion et porte-parole de Québec solidaire en matière de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion. Monsieur Fontecilla, bonjour. Bonjour. Alors, juste pour que les gens, nos auditeurs, nos auditrices aient peut-être une idée sur le programme, c'est un programme qui permet la sélection des travailleuses et travailleurs qualifiés qui souhaitent s'établir au Québec de façon permanente et destiné aux personnes diplômées du Québec et des travailleurs étrangers qui occupent un emploi et qui remplissent certaines conditions. C'est ce mot-là en fait qui a fait le début des problèmes en fait. C'est certaines conditions. De quoi on parle plus concrètement? Donc, vous avez très bien expliqué l'essentiel du programme. C'est un programme qui a été mis en place autour des années 2010 et qui a connu quand même un très grand succès, surtout auprès des étudiants internationaux qui viennent étudier ici, soit dans des établissements secondaires en formation professionnelle, au cégep ou à l'université, et qui, il y en a beaucoup, même s'ils payent des frais de scolarité beaucoup plus élevés que les gens d'ici. Donc, il y en avait beaucoup et c'est un programme d'accès à la résidence permanente du Canada via l'octroi du certificat de sélection du Québec de façon accélérée. Donc, une fois que vous aviez votre diplôme, vous pouviez postuler à ce programme-là ou si vous étiez un travailleur ou une travailleuse étranger, et vous pouviez postuler à ce programme-là et de façon relativement rapide obtenir un certificat de sélection du Québec, un CSQ, qui vous permettait de postuler à la résidence permanente du Canada. Le problème, c'est qu'à travers le temps, ce programme est devenu très populaire, d'une part parce qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux qui viennent étudier au Québec, et ça a fait en sorte que le nombre de personnes qui passaient à travers ces programmes prenait une très grande partie du quota annuel du programme d'immigration du Québec, qui a été réduit, soit dit en passant, dès l'arrivée du gouvernement de la coalition Avenir Québec en 2018. Donc, il prenait de plus en plus de place et ça venait empêcher en quelque sorte de faire rentrer l'immigration par la porte privilégiée par le gouvernement, soit le programme Arrima, qui en gros, le programme Arrima, c'est une agence de placement. Vous avez un emploi, vous ouvrez un poste à Chibougamau
ou dans tel domaine, eh bien, on va chercher les curriculum vitae des postulants d'un peu partout à travers le monde qui ont appliqué à ce programme-là et qui pourront venir travailler dans le cadre du programme Arrima en vue d'obtenir une résidence permanente. Donc, ce programme-là a été réformé afin de restreindre la possibilité de postuler au certificat de sélection du Québec. Et essentiellement, les délais ont été indûment allongés. Il ne suffit plus d'avoir un diplôme, mais il faut travailler un certain nombre d'années avant de pouvoir postuler à ce programme. OK. Alors, à part la question de délai, y a-t-il d'autres exigences qui risquent de freiner les étudiants ou les travailleurs de postuler aux résidences? Il y a d'autres restrictions, par exemple, pour les travailleurs et travailleuses temporaires provenant de l'étranger. Le principal obstacle, c'est que, vous savez, on divise, on catégorise les travailleurs et travailleuses étrangers en 4 catégories selon le niveau de qualification de A, B, C, D, et D étant les emplois nécessitant les moins de qualifications. Donc, on exclut de la possibilité de postuler au programme d'expérience québécoise aux travailleuses, aux travailleurs étrangers temporaires qui sont mis dans la catégorie C et D, donc les moins qualifiés. Ça fait en sorte, par exemple, que moi personnellement, j'en connais un grand nombre de travailleurs provenant des Philippines qui sont des camionneurs et qui ont joué un rôle essentiel pendant la période de confinement. Et ces gens-là peuvent venir travailler à toutes les années ou rester pendant plusieurs années ici au Québec sans jamais avoir la possibilité de postuler à une résidence permanente via le programme PEC qui amène à l'obtention d'un certificat de sélection du Québec. Est-ce que, vu les nouvelles conditions mises en place par le gouvernement, peut-on déduire que ces mesures sont pour but d'acquérir de nouveaux arrivants selon un standard de la CAQ et peut-être se débarrasser de ceux qui ne correspondent pas à leurs critères? Tout à fait, mais écoutez, c'est des critères tout à fait bureaucratiques. La préoccupation du gouvernement, là, c'est de faire fonctionner un programme. C'est avec ça, on sacrifie les projets des milliers de personnes qui sont installées au Québec, quelquefois depuis plusieurs années. En vue de faire fonctionner le programme Arrima, on a ajouté des critères ou empêché certaines catégories de postuler à ces programmes-là, les programmes d'expérience québécoises. Ce qui fait en sorte que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont pénalisés en vue de faire fonctionner un autre système. C'est aussi simple que ça, c'est de la bureaucratie. Et le système d'Arrima qui est, comme je vous le disais, en gros, un système de placement, une agence de placement international à l'emploi. Le Québec connaît actuellement, comme ailleurs aussi, un ralentissement économique. Est-ce que le gouvernement va assouplir les conditions pour que les étudiants et les travailleurs étrangers puissent peut-être avoir plus de souplesse et continuer à respecter les normes mises en place, les conditions mises en place? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas, et surtout de la part de ce gouvernement qui a démontré avoir, un certain niveau d'entêtement par rapport à ces réformes. Il avance, il n'écoute à peu près personne et il établit ces réformes sans égard aux conséquences des fois dramatiques que ces réformes ont sur des milliers de personnes. Évidemment, il y a un contexte, le Québec depuis plusieurs années connaît de façon chronique une pénurie de main-d'œuvre. Justement, le programme PEC contribuait à résoudre ces problèmes-là, mais le gouvernement, aveuglé par sa volonté d'une part de réduire le seuil d'immigration et d'autre part de faire fonctionner de façon bureaucratique son programme, a fermé la porte au programme PEC. Je pense que si on veut changer, si on veut que le gouvernement change, revienne en arrière sur sa réforme du programme PEC, c'est seulement la pression populaire qui va l'y amener, parce que en quelque sorte, lui, il a pris une décision et voilà. Je pense pas qu'il va revenir en arrière, mais j'aimerais revenir sur la réforme en elle-même.
dans l'essentiel, cette réforme consiste à rendre les programmes d'expérience québécoise beaucoup moins compétitifs, là, beaucoup moins intéressants là, pour les étudiants internationaux et les travailleuses et travailleurs étrangers là, par rapport aux programmes similaires qui existent dans d'autres provinces ou même au gouvernement fédéral. Parce que avec les programmes de PEC maintenant du gouvernement du Québec, là, ça va prendre beaucoup plus longtemps là, à un jeune, à un travailleur temporaire étranger là, pour obtenir ça à sa résidence permanente jusqu'à 5 ans, alors que dans une autre province, là, cette même personne, dans le cadre d'un programme similaire, va obtenir sa résidence permanente au bout de 18 mois. Donc, je comprends bien qu'un étudiant étranger aime bien les Français, aime bien le Québec, aime bien le peuple québécois, là, mais c'est à votre place. Là, si on vous disait, vous devrez attendre 5 ans avant d'obtenir votre résidence permanente, et en Saskatchewan, vous allez attendre 1 an et demi avant d'obtenir la même résidence permanente, mais voilà, les jeunes vont aller plutôt en Saskatchewan. Donc, le but, là, c'est de rendre ces programmes beaucoup moins intéressants pour les gens qui vont s'en aller dans d'autres provinces. Vous l'avez mentionné, l'appui populaire et la mobilisation citoyenne dans un contexte économique actuel, c'est un peu difficile. Est-ce qu'il y a un risque que la population appuie moins en moins et soutient moins en moins votre proposition et puis votre soutien aux étudiants et travailleurs étrangers? Moi, je pense que c'est un point relativement, vous savez, les programmes d'expérience québécoise, c'est un programme, hein, donc c'est relativement technique, même si les critères ont des conséquences dramatiques sur les gens, là, mais ça demeure quand même un programme avec des spécificités relativement techniques. Donc, il faut tout d'abord rendre intelligible, expliquer ce que c'est ces programmes, ces programmes-là, et en quoi la réforme, quelles conséquences aura cette réforme-là à court, moyen et long terme. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre cette réforme-là dans un contexte plus vaste, qui est celui du gouvernement de la Coalition Avenir Québec, là, de restreindre l'immigration et la considérer d'un point de vue strictement utilitaire et à court terme. Bref, l'immigration, ça ne sert qu'à remplir des postes ouverts par des employés et des employeurs partout un peu au Québec. C'est la vision de la CAQ de l'immigration, ça se résume à cela à peu près. L'immigration, ce n'est que de la main-d'œuvre qui doit être placée le plus rapidement dans un poste précis. On fait fi des considérations humanitaires, par exemple. On fait fi de la contribution à long terme de ces personnes-là, non seulement à l'économie, parce qu'ils vont travailler, payer des impôts, mais envoyer les enfants à l'école. On fait fi de la contribution à la culture québécoise de ces personnes-là et au tissu de notre société. Pour la CAQ, là, c'est exclusivement une vision uniquement utilitariste, et on se permet même, et ça c'est une décision complètement arbitraire, démagogique et électoraliste, là, de réduire les seuils d'immigration pour satisfaire sa base électorale qui considère qu'il y a trop d'immigrants au Québec. Certainement, nous, on va continuer à sensibiliser le grand public de l'importance de l'immigration, et on va recevoir bientôt le président, un des membres des étudiants étrangers. Merci beaucoup, Monsieur Fontechela, et plaisir de vous revoir une autre fois sur nos ondes. Merci de vous. À la prochaine. Vous syntonisez Radio Centre-Ville. Hellénique, lusophone, francophone, anglophone, hispanophone, arabophone et créolophone, tous réunis au 102.3 FM. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM.
Racine en direct de la station Centre-Ville 102.3 FM. La pandémie, comme vous le savez, a un impact majeur sur les personnes vulnérables notamment et les personnes issues de l'immigration. Surtout peut-être au niveau de la santé économique et la santé mentale quand on vient de célébrer la journée internationale. Peut-être pour en parler, je reçois Monsieur Jérôme Di Giovanni, directeur général de l'Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux, Access. Monsieur Di Giovanni, bonjour. Bonjour. Alors, en tant que peut-être une petite présentation de votre regroupement, sa mission, ses objectifs. Access, c'est deux choses. Ça a été créé en 1987 par des familles d'immigration qui voulaient comprendre comment le système de santé, le réseau de la santé fonctionnait. Access, à fin de compte, c'est deux choses. C'est une fédération de 131 organismes de communautés ethnoculturelles à travers le Québec qui a des préoccupations au niveau de la santé et des services sociaux. Et deuxièmement, c'est un lieu d'expertise conseil. On développe des connaissances, de l'expertise en matière de santé et services sociaux interculturels qu'on utilise par divers programmes que nous avons. Nous avons un programme cancer et cancer gynécologique. Nous avons un programme santé mentale. On fait des recherches et des études avec les universités. On vient juste de compléter une étude sur les opioïdes. Et aussi, on a divers programmes. On vient juste de créer l'Observatoire Famille et Immigration. Donc, on développe des connaissances et à travers nos connaissances, on les transfère dans le réseau de la santé et des services sociaux, dans les services publics, pour que ces services-là soient adaptés et répondent aux besoins de la population immigrante, des communautés ethnoculturelles, ainsi que des groupes racisés. On vient juste d'intervenir auprès du groupe de travail sur le racisme et la discrimination. On a soumis une mémoire. Et l'élément majeur de notre mémoire, c'était qu'on a proposé la création d'un conseil pour l'élimination du racisme et de la discrimination systémique au Québec qui relèverait du bureau du premier ministre du Québec. Ben là, c'est le premier ministre, j'espère pas pour ce gouvernement au moins, s'il ne reconnaît pas l'existence du racisme systémique. Ben ça, oui, ils ne reconnaissent pas, mais par ailleurs, notre proposition, c'était que ça relève du conseil exécutif, qui est le conseil exécutif, qui est le ministère du premier ministre. Et si on veut travailler des questions de racisme et de discrimination systémique, il va être important que ça relève de la fonction la plus élevée et décisionnelle qui est, à fin de compte, le premier ministre du Québec. Mais ça, c'est une autre question. Pourquoi M. Legault ne reconnaît pas la discrimination systémique? On peut faire toute une émission là-dessus. Exactement. On va vous accueillir une fois que le rapport il va voir le jour bientôt, je pense. En tant que regroupement provincial qui défend les intérêts des communautés ethnoculturelles, quel rôle vous jouez pour sensibiliser les instances décisionnelles sur la question de la santé mentale et de rendre les services psychothérapie plus accessibles au public? Bien, on a proposé, regardons la question plus élargie, là, au niveau de l'accès aux services santé, que ce soit des services curatifs, que ce soit des services de prévention, que ce soit des services en santé mentale. Nous, notre mission, c'est de sensibiliser à la fois le politique et le cabinet, donc au niveau des ministres ou de la ministre de la Santé et des Services sociaux sur les problématiques qui touchent les services de santé. Si on parle au niveau de la santé mentale, on a produit 5 capsules vidéo sur la santé mentale et l'immigration. On sait très bien que le processus migratoire et la trajectoire migratoire, à un moment donné, les gens vont avoir des problèmes de dépression, des problèmes de santé mentale. Donc, on sensibilise le cabinet, on sensibilise, à fin de compte, aussi le réseau de la santé et des services sociaux parce que on offre aussi ces outils-là aux divers intervenants du réseau de la santé et des services sociaux. Mais encore plus large, on a proposé le 15 février 2019 à la ministre McCann tout un plan de réalisation au niveau des CCDCIUS pour que les CCDCIUS réalisent et élaborent des plans d'accessibilité en santé et services sociaux qui touchaient à la fois les services curatifs, les services de promotion de la santé en santé publique et qui touchaient aussi la santé mentale. En fin de compte, c'était l'actualisation d'un article dans la loi de la santé et des services sociaux qui est l'article 349 qui dit que chaque établissement, les CCDCIUS maintenant, doivent élaborer des plans d'accessibilité aux communautés culturelles. Malheureusement, les fonctionnaires ont rejeté notre proposition
Et actuellement, on est en train de relancer la proposition auprès du nouveau ministre Christian Dubé et du ministre Carman. Mais il y a ce qu'on peut dire par rapport à tout cela, c'est qu'il y a un écart entre ce que la loi dit et ce qui existe sur le terrain au niveau de l'adaptation des services. La loi est très bien écrite et donne vraiment les outils nécessaires, mais malheureusement au niveau des fonctionnaires, surtout au niveau des fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est pas appliqué, ils n'appliquent pas la loi, mais très souvent on note qu'ils ne connaissent même pas leur loi aussi, là. Exactement. Donc, au niveau de la santé mentale, on offre ces outils-là. On est prêt à élaborer, on a déjà élaboré des plans de sensibilisation, d'information qui transitent à travers nos organisations membres, aussi à travers du réseau de la santé et des services sociaux. Vous avez on le fait indépendamment du financement gouvernemental, parce qu'on est financé un tout petit peu par le gouvernement, puis par des campagnes de levée de fonds. Vous avez parlé de sensibilisation. Il y a peut-être aussi la volonté d'adaptation de pratiques. Ouais. Est-ce que les services de la santé et services sociaux sont adaptés pour un accueil adéquat et équitable pour les personnes vulnérables? Tout est dans la loi. C'est très bien fait. On regarde, comme il y a un article dans la loi qui dit que le réseau de la santé doit donner des services dans la langue des communautés culturelles. Le réseau de la santé doit tenir compte des caractéristiques ethnoculturelles de sa population, son territoire. On doit tenir compte aussi, on doit offrir des services, des soins spirituels dans le réseau de la santé. On doit élaborer des plans d'accessibilité en matière de santé et services sociaux pour les communautés culturelles. Ça, c'est la législation. Mais par ailleurs, cette législation-là n'est pas appliquée au niveau des communautés culturelles. Il y a effectivement une résistance qui existe. Nous, on travaille cette résistance-là. On élimine les écarts par nos divers programmes et par nos divers services. Mais malheureusement, les fonctionnaires n'appliquent pas la loi. Et enfin, il n'y a aucun CIUS qui a un plan d'accessibilité. Souvent, c'est fait par des petits programmes, enfin, compte sans une vision globale. Et si on regarde la pandémie, là, on va vous donner deux exemples extrêmement concrets. Quand c'était le temps de H1N1, nous, on a informé le gouvernement qu'il fallait adapter les messages de santé publique en fonction des cultures et de la langue des communautés culturelles, puis ils ont refusé. Ils nous ont dit, dites à vos immigrants d'aller sur Pandémie Québec, ils vont tout trouver. Ce qu'on a fait, c'est que nous, on a été chercher un fonds privé, puis on a produit un dépliant, puis on l'a distribué à plus de 5000 personnes. Si on regarde aussi maintenant la COVID-19, le 27 janvier, on a écrit à la ministre McCann, qui était la ministre de l'époque, disant « On vous offre notre collaboration. On a proposé un plan en 4 points. » Ça a été envoyé aux communications. Les communications nous ont écrit avec une lettre très fonctionnaire. Merci de votre offre. Si on a besoin de vous, on vous rappelle. On a relancé les fonctionnaires au mois de mars et on n'a pas eu de réponse. Et le 13 mars, le conseil d'administration d'Access a activé son plan d'action. Et depuis le 13 mars, on a produit des documents en plus de 30 langues. Plusieurs documents, plusieurs informations, tant au niveau du port du masque, au niveau scolaire, qu'au niveau de l'intégration au travail, l'accès à l'emploi. Donc, on a produit ça. Et on s'apprête aussi à organiser une table ronde sur la santé publique, les communautés culturelles et la COVID et la pandémie. Donc, on intervient par rapport à ça. Mais malheureusement, sur l'île de Montréal, c'était les organismes communautaires, les communautés culturelles qui sont activés très, très rapidement, tant à Montréal-Nord, à Saint-Michel, à Parc-Extension et ailleurs. Puis, à un moment donné, la direction de la santé publique de Montréal s'est réveillée, puis là, on commence à collaborer. Mais malheureusement, au niveau de la direction de la santé publique nationale, Horacio Arruda, il n'y a aucune collaboration, il n'y a aucune communication avec Access par rapport à ça. Même si nous, on a offert à plusieurs reprises de travailler avec la direction nationale, d'offrir nos services, notre expertise, pour s'assurer que la communication et que l'information soit bel et bien distribuée et accessible à toute la population, communauté culturelle, groupe précisé, à travers le Québec. Mais Access a activé, on était chercher des fonds tant dans le privé,
On a fait une campagne auprès de nos députés qui ont très bien répondu. Puis à un moment donné, on a fait une demande au fonds discrétionnaire, qu'on était chercher un peu d'argent là-dessus. Puis on a organisé toute la campagne au niveau de la COVID-19. Puis on est en train de planifier un plan d'action pour la prochaine pandémie qui va sûrement arriver à un moment donné. Merci on est rendu beaucoup, dans la deuxième vague, donc on est en train de planifier nos activités. Merci beaucoup, M. De Giovanni. C'est tout le temps qu'on a. Certainement, on va recevoir peut-être pour parler de l'action communautaire et puis le travail du milieu communautaire durant cette période de pandémie. Merci beaucoup et puis au plaisir. Merci beaucoup. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. Alors, mesdames et messieurs, ce fait un grand plaisir de vous accompagner ce matin. Mes remerciements à notre ami Ronnie Eddy, notre gestionnaire du console, et tous nos invités. Je vous donne rendez-vous le mercredi prochain avec des enjeux et des sujets. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire sur notre page Facebook associationracine.ca. Merci, au plaisir. Si vous avez présenté une demande d'indemnisation pour des sévices subis dans un pensionnat indien, sachez que les dossiers de votre demande sont protégés. Ils seront détruits en septembre 2027, à moins que vous ne choisissiez de les conserver ou de les partager. Pour en savoir davantage, composez le numéro sans frais 1-877-635-2648 ou consultez le site mesdocuments.monchoix.ca. Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. Problème scolaire, nous devons agir. Nous devons agir. On retrouve 2 fois plus d'élèves d'origine haïtienne en difficulté d'apprentissage ou en troubles de comportement que dans la population scolaire générale de la Commission scolaire de Montréal. La situation n'est guère différente dans les autres commissions scolaires. Quel sera le futur de l'ensemble de la communauté noire dans 10 à 20 ans? Aidons nos enfants à réussir. C'est votre responsabilité en tant que parents. C'est notre responsabilité à tous. Nous devons agir. Travaillons ensemble afin d'assurer un avenir prospère à notre communauté. Visitez-nous sur générationambitionréussite.com, une filiale de ProService Universel. Venez, visez, travaillez et appréciez les résultats. 514-270-1804. Red alert. The spread of COVID-19 is at a critical level in your area or a neighboring region. Getting together with family or friends is prohibited, and traveling to other regions is not recommended. More targeted restrictions have been put into place to limit the spread and prevent a lockdown. Learn more at quebec.ca/coronavirus. Continue to wash your hands, keep a 2-meter distance, and wear a mask when physical distancing isn't possible. We need to act now. A message from the gouvernement du Québec. Emmanuel, sac passé! AVO map maché. Mes amis, pendant la COVID-19, mon bureau continue de vous servir gratuitement. Vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un courriel pour régler vos dossiers d'immigration, de pension, d'impôts, etc. Ici, Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa. Avant ma maché. Radio Centre-Ville appelle, rappelle, interpelle, et ceci pour une société juste et équitable. 102.3 FM.